Bonjour, pour cette 11e table La Quotidienne à Vis, j'ai autour de moi, pour aborder l'actualité du mois, Jean-Pierre Sauvage, le président du bar, Richard Venopoulos, le président de Tourcom, Jean-Pierre Mas, le président du SNAV, et un autre président, François Piot, le président de Prêt-à-Partir. Avec une table comme celle-ci, je pense que nous allons pouvoir traiter au fond des choses le premier sujet déjà, qui est, vous êtes tous au courant de ce qui se passe avec la loi El Khomri et la taxation des CDD. Nous allons essayer de voir avec le premier qui veut ouvrir, François, puisque c'est son premier déjeuner, on va lui donner la parole. Les CDD, est-ce que c'est une mesure intéressante? Est-ce que c'est une mesure dangereuse? Ça paraît quand même très bizarre de taxer encore une forme de contrat qui est finalement très souple et que tout le monde utilise. La première remarque, c'est que si la taxation des CDD a pour but de développer l'emploi, ça me paraît un peu compliqué. Ensuite, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, puisque aujourd'hui, c'est laissé à la négociation professionnelle de trouver le taux de taxation qui n'est pas une taxation sur la précarité, c'est encore autre chose. C'est une taxe supplémentaire ou complémentaire. Donc on ne sait pas de combien on parle, donc c'est compliqué d'avoir un avis. Hier à la radio, j'entendais à RTL, j'entendais 15%. Ah, quand même. Toute taxe cumulée. Ça fait quand même lourd. Avec la surcharge. Avec la précarité, donc. La surcharge, parce qu'on a dit qu'on est à 10%. Ça peut aller de 4,70 à 7 et quelques. Ça peut même aller jusqu'à 17%. Donc ça fait quand même lourd sur le coût du travail. Après, ça dépend du nombre de CDD, de la proportion de CDD dans l'entreprise. Chez nous, c'est vrai que c'est assez systématique, tous les débutants sont embauchés en CDD, de façon à créer des petites périodes d'essai. Et après, si tout se passe bien, ils passent en CDI, donc il n'y a pas de précarité à payer. Donc je ne sais pas si la surtaxe serait payée. C'est-à-dire que la surtaxe serait payée seulement en cas de CDD cumulé? Non transformé en CDI. Transformé, en fait, il y a tout un échelonnement. Tout dépend si on a un CDD de 3 mois, inférieur à 3 mois, c'est là où il va y avoir une pénalisation, ou supérieur à 3 mois. Donc c'est assez compliqué et assez complexe à la fois. Donc comment peut-on gérer ce truc-là? Moi, ça va donner un peu de tête à beaucoup de gens, et surtout à un chef d'entreprise, notamment en TPE ou en PME, de pouvoir de mettre le curseur là où il faut, si j'embauche un CDD ou pas. Je pense que ça va me coûter. Alors, les syndicats, évidemment, pas seulement dans le tourisme, mais j'imagine que dans toutes les professions c'est pareil, les syndicats ont quelque chose à dire sur cette... Quel est l'objectif de la loi travail qui est devenue la loi El Khomri? La loi travail, c'était de créer de l'emploi de manière à réduire le chômage. C'était ça l'objectif majeur. Pour créer de l'emploi, les entreprises, qui sont quand même les employeurs, à part la fonction publique, les entreprises disent qu'il nous faut plus de souplesse de manière à pouvoir adapter le contrat de travail aux besoins de l'entreprise. Et en contrepartie de plus de souplesse, on créera de l'emploi. On ne va pas profiter de plus de souplesse pour licencier, ce qui serait stupide, puisque licencier, ça veut dire réduire l'activité. On créera de l'emploi. Et la première version était très bonne, elle partait de là. Et puis ensuite, sous la pression des corps, des syndicats les plus réactionnaires, aujourd'hui la CGT est le corps social le plus réactionnaire qui existe en France. Sous la pression des syndicats, la loi travail s'est complètement étiolée, harmonisée, et on en arrive aujourd'hui à l'effet inverse. On dit, on va peut-être, on ne sait pas trop comment, combien, essayer de taxer les CDD. C'est-à-dire que c'est contre-productif. C'est une ânnerie, sans aucun doute, contre-productive. On ne créera pas de l'emploi en taxant les CDD. Toi qui rassemble des chefs d'entreprise, PME, TPE, peu importe, qu'est-ce qu'ils en disent? Je ne pense pas qu'il faille s'arrêter uniquement au niveau des agents de voyage. Il faut prendre toute la profession du tourisme et même toutes les professions de service.
Parce que quand tu achètes un voyage, quand tu prends un produit voyage, tu as tout un tas d'acteurs à côté qui interviennent. Donc la restauration, l'hôtellerie, etc. Et c'est vrai que les CDD, surtout en partie de saison, on a besoin de ce genre de personnes. Donc à partir du moment, comme disait François, à partir du moment où les taxes, on ne voit pas l'intérêt de récupérer encore des CDD, puisque c'est une forme d'économie peut-être d'une certaine façon au départ pour pouvoir recruter par la suite, ou de remplacement d'une personne qui est malade ou qui est en congé maternité. Donc il y a un moment où on lui associe. Donc c'est complètement incroyable d'accepter ça. Mais alors, faut être clair. Qui embauche des CDD? Est-ce que ce sont les grosses entreprises ou les petites entreprises? Tout le monde. Le premier embaucheur de Tout le CDD, monde. c'est l'État, qui n'a pas la taxe à Ouais. payer. Oui, exact. Ouais. Bon, alors, qui... Dans un secteur que je connais bien, qui est la recherche scientifique, le nombre de contrats à durée déterminée, la succession de contrats à durée déterminée jusqu'à 10, c'est l'État qui est employeur et c'est l'État qui abuse du système. Tu prends cette partie-là, mais France Télévisions, il y en a Pareil, combien? Ouais, en toute illégalité d'ailleurs. Toute illégalité d'ailleurs. Donc avant de faire de nettoyer ailleurs, on ferait peut-être nettoyer devant chez soi. J'ai obtenu pour la branche que l'extension du contrat d'usage, c'est en train d'être finalisé. Le contrat d'usage, c'est la multiplication des CDD qui ne se transforment pas en CDI. C'est surtout pour les guides, plus pour le réceptif, mais enfin pour les guides de façon générale. On a obtenu cette extension qui va permettre de recruter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises faisaient faire des heures supplémentaires et ne recrutaient pas de nouveaux guides du fait de la peur de transformer les CDD successifs en CDI. Donc il y a des mesures positives quand on obtient ça, et c'est le ministère du Travail, et des mesures stupides comme celle qui consiste à taxer les CDD. Parce que tant qu'à faire, on pourrait faire comme le même système que les intermittents du spectacle. Eux aussi ont des fonctions très, très limitées dans le temps et ils ont un contrat que pour cette période-là. On n'appelle pas ça un CDD, on n'appelle pas ça... C'est un contrat d'intermittent du spectacle. On ne va pas rentrer dans le sujet des intermittents parce qu'ils ont quand même sacrément des avantages. C'est un sujet très polémique. On ne demande pas l'extension des On n'est pas du tout dans la même activité. Mais pourtant, c'est quand même un contrat auquel on peut faire référence. Là, c'est facile à gérer. Je ne sais rien. Mais... On est dans la problématique dans notre métier, que ce soit l'aérien ou le tourisme, c'est le problème de la saisonnalité. Ça, c'est le problème fondamental. Alors, en Espagne, on avait résolu le problème, Iberia, on avait le concept de ce qu'on appelait les fijos discontinuos, c'est-à-dire les fixes discontinus. C'est-à-dire qu'ils étaient embauchés systématiquement tous les ans pour faire face à la demande saisonnière. Donc, et ça créait une forme de continuité dans le contrat. Et là, ça pourrait être éventuellement une piste à voir sans penser tout de suite à la taxation. Et quel type de rémunération ils avaient derrière dans les moments où... Bien entendu, il y avait des compléments par rapport à la précarité, entre guillemets, enfin, une précarité institutionnalisée, en quelque sorte. C'était comme ça qu'il fallait le voir. Alors que maintenant, si on veut transposer ça sur un angle d'appréciation un peu plus politique, ça ne va pas créer un emploi supplémentaire. Parce que la souplesse dont parlait Jean-Pierre, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'entrepreneur, il veut avoir une forme de tranquillité d'esprit quand il embauche quelqu'un, ne pas avoir au-dessus de sa tête l'épée de Damoclès, de dire si je m'en sépare, combien ça va me coûter? Parce qu'on voit les exemples d'entreprises on a vu encore dernièrement, qui sont obligées de déposer le bilan. Donc, cette fameuse entreprise du nord de la France, qui fait de la dentelle, et qui se retrouve parce que que le VMH rachète. Mais alors, si j'ai bien compris, l'objectif de cette taxe, c'est de pousser les gens à embaucher des CDI. Non, mais c'est-à-dire à ne pas embaucher. Voilà. On a 5-6 millions de chômeurs, on n'arrive pas à avoir le plein emploi. Il y a une protection du salarié qui est colossale en France. Les charges salariales sont très importantes, mais quand il y a un événement, par exemple, d'un salarié qui est licencié ou qui part avec des raisons X ou Y, il y a un prud'homme. Le prud'homme coûte très cher aux entreprises. Donc les entreprises ne veulent pas recruter. Il y a le CDD qui permet de remplacer certains salariés au moment de cas particuliers ou autrement. On ne peut pas maintenant parce qu'on va avoir une taxe supplémentaire. Comment recruter? Comment diminuer le chômage? Parce que le problème, il est là. Donc, à continuer à taxer l'entreprise, les entreprises disent, moi je suis désolé, je vais travailler au service minimum, j'engage pas. Et au lieu de 6 millions de chômeurs, on en aura 7 demain. D'accord. Est-ce que ça ne va pas favoriser le travail au noir, tout ça? Ah bah si, bien sûr. Parce que pour beaucoup d'artisans ou de TPE, non, pas dans les entreprises. Pas dans les entreprises comme les agents de voyage, mais dans d'autres types d'entreprises, oui. Le travail au noir et autres, ça c'est clair. N'existe pas, est anecdotique dans notre secteur d'activité. Oui, tout à fait. Ouais. Mais dans d'autres secteurs.
Sinon, on les met dans la Non, carte. non, moi, en fait, il vient de moins en moins en noir, le travail dans d'autres secteurs. Il n'y a pas de... Dans la mesure où on fait appel à des ressources. Il est anecdotique, il n'y en a pas de travail au noir. François n'a pas de cave, donc Mais alors, François n'a pas de cave. le travail au noir est anecdotique. Ok, dans notre secteur, Oui, dans le vaut mieux, tourisme, il est c'est difficile. d'accord. C'est difficile. Alors maintenant, il est attaqué par l'ubérisation. Est-ce que les gens n'embauchant pas, est-ce que les entreprises vont pas plutôt qu'embaucher, externaliser en prenant... Tu as des charges pareilles, c'est la même chose. Tu dois rémunérer. Si tu prends un chauffeur Uber et tu n'as pas de charge, Non, ça c'est différent, ça n'a rien à voir. À partir du moment où tu prends un salarié que tu fais travailler chez lui, tu as une rémunération, tu as des obligations. Tu ne peux pas le rémunérer comme ça. Puisque de toute façon, la loi sur le tourisme, le code du tourisme, dit qu'une personne doit avoir une matriculation officielle pour encaisser. S'il n'a pas cette immatriculation, il ne peut pas encaisser. Donc il lui faut bien une rémunération par un salaire ou par des honoraires. Donc il y a toujours un truc. Nos métiers vont évoluer, il n'y a pas de doute. On aura certainement moins de personnel en boutique ouverte sur la rue et plus de personnel qui travaillera à domicile, qui se déplacera, qui aura d'autres méthodes de travail. Travaillera à distance. Le travail à distance aujourd'hui évolue. Mais ça ne change. C'est pas ça le problème. Le contrat de travail n'a rien à voir avec ça. je poserai une dernière question parce qu'il y a aussi cette montée des contrats auto-entrepreneurs, des statuts d'auto-entrepreneurs, de travailleurs indépendants. Est-ce que c'est pas vers là que la relation de travail va se faire entre les entreprises et les employés? L'auto-entrepreneur est une fumisterie parce que pour certaines personnes c'est une possibilité, une marche qui permet de devenir une entreprise par la suite, mais une grande partie des personnes c'est quoi en fin de compte? Là c'est l'exploitation, parce que certaines entreprises, pas dans les agences de voyage mais plutôt ailleurs en règle générale, tu engages quelqu'un, au lieu de le salarié tu le crées en auto-entrepreneur, le gars il va travailler 2 fois, 3 fois plus, il va recevoir des honoraires qui vont se diminuer par ses charges et en fin de compte au lieu d'avoir un salaire qui correspondra à peu près au SMIC, il va toucher la moitié du SMIC ou même pas, c'est-à-dire qu'il va devenir quelqu'un de précaire. C'est une méthode efficace, c'est celle qu'utilise Ryanair pour son personnel, les pilotes qui leur demande de créer des auto-entreprises. C'est une méthode efficace, je ne pense pas qu'elle puisse remplacer le salariat. Là aussi, on est sur la marge. Et il n'y aura pas d'impact sur le... C'est toi Jean-Pierre qui me parlait au début de la conversation sur les heures supplémentaires, parce que ça fait un revenu complémentaire pour les employés qui n'est pas négligeable. Ça c'est autre chose, c'est des arrangements inter-entreprises avec les salariés. Il y a beaucoup dans le monde du voyage, on travaille beaucoup en faisant des heures supplémentaires, mais il y a des entreprises qui trouvent des accords en particulier. Travailler plus et gagner plus, moi ça ne pose aucun problème. Flexibilité. Si on veut réduire le chômage, il faut introduire un peu plus de flexibilité. Tout à fait. L'auto-entrepreneur, c'est ça quand même. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs centaines de milliers d'auto-entrepreneurs. Si demain le statut disparaît, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ouais, mais quand tu vois un revenu maximum à 40 000 € avec des obligations et puis là-dessus avec des charges sociales lourdes, il gagne quoi? Dans les 43 000 € divisé pratiquement par 2, il gagne même pas 20 000 €. Tous ses frais. C'est lourd. Non. On va changer de sujet, on se retrouve dans 2 minutes pour aborder le deuxième sujet de cette actualité, les PNR. Nous nous retrouvons donc pour cette 11e table, la quotidienne Avis Sabre, avec nos invités de tout à l'heure, Jean-Pierre Sauvage, Richard Venopoulos, Jean-Pierre Mas et François Piot. Et nous allons aborder maintenant un autre thème qui a un peu fait parler de lui, mais qui est un petit peu délicat à traiter peut-être à certains égards, c'est le PNR. Le PNR, est-ce que c'est la panacée de la sécurité? Jean-Pierre, vous êtes le spécialiste de l'aérien à cette table. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment l'enjeu qu'on dit? Alors le PNR, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses en parlant du PNR, et ça revient à la mode parce que il y a l'histoire du PNR européen. Le PNR, et en plus pour être beaucoup plus précis, il faut parler de l'API PNR, parce qu'en fait il y a un décret en France qui gère tout cela, qui date de 2015, et qui a bien défini ce qu'on doit faire en termes de communication des données. Cela dit, je suis un peu surpris qu'on en fasse un sujet un peu d'actualité, parce que
c'est d'actualité parce qu'il y a la problématique De la sécurité. Et c'est d'actualité parce que il y a toute une problématique de savoir si on peut faire un PNR européen. Alors là, on a vu toutes les arguties des uns et des autres. PNR européen, il y a des problèmes techniques, Oui, mais et des problèmes il n'y a pas de juridiques, ou c'est juste... il n'y a pas de PNR européen. Il y aura un PNR dans chacun des pays, des 28 pays de la communauté, mais qui ne sera pas un PNR européen. D'abord, il n'y aura pas un règlement. Ce sera une directive européenne. Chacun sera libre de faire ce qu'il voudra. Donc, pas de standard. Non, ça n'est pas standard. Chacun aura son forme. Nous, on a déjà notre PNR en France. Et on n'a pas attendu l'Europe pour le faire. Mais cela dit, la communication des données, les fameuses API, Advanced Passenger Information, ça existe depuis longtemps avec les États-Unis et avec d'autres pays, que ce soit Israël, que ce soit... C'est de l'échange bilatéral. Oui, mais ça existe. Alors, rien ne se représente aujourd'hui dans tout cela. Et la mayonnaise, si on peut utiliser cette expression, elle est montée parce qu'à l'instigation de la France, et il faut lui rendre raison sur ce sujet-là, qui essayait de développer un PNR européen justement pour avoir un contrôle des données d'une manière mutualisée, pour reprendre un mot qu'on avait utilisé tout à l'heure, mais je vois celui qui va sortir, qui est en train de sortir, ne correspond pas à la finalité qu'on aurait souhaité. Donc, j'en conclus qu'il est utile, mais que ce qui est fait va être inutile. Je n'ai pas dit qu'il soit inutile. Tout dépend quel sera le niveau d'acceptation, de définition des autres pays Parce que dans la collection des données. En France, on a 19 données. Parce que la question centrale, dans la tête des gens en ce moment, le PNR, ce n'est pas une question administrative, c'est une question de riposte, je dirais, politique et organisationnelle, opérationnelle au terrorisme, au risque de terrorisme. C'est-à-dire une manière de rassurer les clients, de rassurer les consommateurs et de stabiliser les professionnels, les entreprises. Est-ce que vous y croyez? Parce qu'avec ce que j'entends là, ça ne devrait pas vous rassurer. En France, si. En France, si. Oui, mais c'est limité, si j'ai bien compris. Oui, mais enfin déjà, arrive à un moment donné, c'est peut-être un peu violent ce que je veux dire, mais il faut avoir le réalisme de la situation. Si tant est qu'on puisse nous protéger, c'est déjà pas mal. Bon, alors au détriment de ce que beaucoup de personnes, d'entités reprochent, à savoir la libre circulation, la protection des données, toutes ces choses-là. Mais c'est le prix à payer pour avoir un peu de sécurité. Bon, est-ce que ça vaut le coup de monter sur ces grands chevaux en disant, mais parce qu'en face, on a beau jeu de dire, ceux qui n'ont rien fait n'ont rien à se reprocher, pourquoi cacher les informations? Mais nous ne sommes pas sur nos grands chevaux au sujet du PNR. Non, mais il y en a plein qui montent sur les grands chevaux. Là. Tout ce qui contribue à la sécurité du transport aérien d'une part et à la sécurité de la société d'autre part, est une bonne chose. Si l'utilisation du PNR et la transmission du PNR contribuent à la sécurité, je ne vois pas en quoi cela peut poser un problème. Tu penses que pour les agents de voyage, il y a sur le plan administratif une complication où ils peuvent se retrouver devant des clients qui leur demandent de bien vérifier que ces données ne seront pas diffusées, etc. Est-ce que les clients ont des problèmes là-dessus? Il ne faut pas être aveugle parce que les données de toute façon ne sont plus confidentielles depuis longtemps. Depuis qu'existe le téléphone, les cartes d'identité et autre chose, tout circule. De plus, quand beaucoup de gens utilisent Facebook, Twitter et autre chose, leurs données sont largement piratées depuis longtemps. Donc ce PNR n'est qu'un élément complémentaire. Encore une fois, c'est vrai, il faut que tous les pays européens ou tous les pays du monde l'utilisent au même niveau. Si c'est pour l'un fait 19 obligations et l'autre 4 obligations, ça ne servira strictement à rien. On l'a vu entre la collaboration française et belge à la suite des derniers attentats en Belgique. La Belgique a bien reconnu qu'il y avait quand même des sacrifices et des informations qui n'avaient pas bien circulé. Résultat, ils ont bien travaillé pour en arrêter beaucoup. Malheureusement, je ne crois pas que ce soit suffisant, mais il faut que les États travaillent ensemble, c'est très clair. Et la sécurité en même temps, je pense que les consommateurs sont demandeurs. À partir du moment où leur sécurité est assurée, ça ne les dérange pas de donner plus d'informations ou pas, ça n'a aucun... Alors justement, moi je me pose la question de la sécurité. Et c'est bien que Jean-Pierre ait évoqué le fait que finalement, c'est un peu comme la TVA, en Europe ce ne sera pas harmonisé, chacun fera ce qu'il veut avec ses critères, et ça veut dire que les lascars qui sont dangereux, potentiellement, vont passer à travers les mailles du filet. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, déjà,
si la mise en place du PNR empêchait les bombes d'exploser, ça se saurait. Ce serait bien. Le risque zéro, il n'existe pas. Moi, très concrètement, très pragmatiquement, en tant qu'agent de voyage, ce qui m'inquiète aujourd'hui avec la mise en place du PNR, c'est quel travail supplémentaire on va avoir à donner à nos équipes et comment on va le valoriser. Alors, il y a un aspect négatif de travail en plus, il y a un aspect positif de dire que si cette obligation de renseignement elle doit être faite, elle sera mieux faite par un agent de voyage que par un client ou voyageur. Donc on peut avoir une valeur ajoutée à valoriser. Bien sûr. Mais en tant qu'agent de voyage, je ne peux absolument pas avoir d'avis sur le fait que la mise en place du PNR améliore la sécurité ou pas. Et les clients, comment réagissent dans les agences? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça pose pas de problème. Ça leur pose aucun problème. Je prends le Canada et les États-Unis par exemple. Si les gens ne remplissent pas l'ESTA ou le nouveau document canadien, ils ne peuvent pas partir. Ça ne se remplit pas en agent de voyage, c'est au client de le faire. Et sur les bulletins d'inscription, il faut simplement prévenir le client qu'il doit être en règle avec ses formalités. Et à partir du moment où il va remplir ses formalités correctement là où il le faut, il peut voyager en toute tranquillité. En même temps qu'on fait ce PNR, le Canada et les États-Unis ont resserré leurs conditions de visa, mais en même temps, l'Europe est en train de dire on va prendre des mesures de rétorsion. Non, mais c'est de l'hypocrisie, ça, c'est des jeux diplomatiques. La France a fermé ses frontières, la Belgique a plus ou moins fermé ses frontières, l'Allemagne a plus ou moins fermé ses frontières. C'est-à-dire que sur les 28 pays européens, les 3 quarts ont fermé leurs frontières. Donc déjà, on est dans un élément de discussion, d'échange par rapport aux douaniers, par rapport à la police. Le PNR est un élément officiel, comme le code du tourisme, qui doit être uniformisé au niveau européen pour qu'on puisse travailler d'un même système, d'une même façon. Est-ce que sur le plan, on va dire, juridique, normatif, administratif, le syndicat a été contacté pour voir quelles seraient les complications éventuelles sur le plan administratif, les surcoûts? Non, il n'y a pas vraiment de complications. On n'a pas été contacté. Le problème qui est posé, c'est quelle utilisation et quelle est la durée de vie des données qui sont collectées. Si elles sont utilisées dans un objectif sécuritaire, ça ne pose aucun problème. Si elles étaient utilisées dans des objectifs différents, notamment commerciaux, ça pourrait poser des problèmes, mais ce n'est pas le cas. De toute façon, 95%, je crois, Google, le monopole dans le monde avec son système. Dès qu'on met une information dans Google, l'information, la NSA ou d'autres services, non. Donc, 1000 fois derrière. Il n'y a pas une table vente debout, là. Il y a quand même du travail en plus pour l'agent de voyage. Il y a des données à saisir en plus. Ah non, on ne donne pas. Tu as un CRM traditionnel pour l'aérien et autre chose que tu gardes toujours, mais tout le reste, c'est au passager de remplir ses formalités directement avec les organismes. Passager ou l'agent de voyage, il y a quand même du travail en plus. Non, l'agent de voyage ne doit pas le faire. L'agent de voyage n'a pas à le faire. Parce que s'il le fait et qu'il se trompe dans les données, il prend la responsabilité juridique. Donc il ne faut surtout pas y toucher. Il est quand même impliqué, de par ce fameux décret sur la collection des données. Non, il n'y a pas. Si. Non, il n'y a pas. Relis le décret Je le connais, 2014. le décret. Bon, et tout ça qui est intégré dans le Code de sécurité intérieure. La compagnie aérienne est responsable. L'article 232.5, il est clair. Tu t'exposes autant que moi à 50 000 € d'amende si tu ne fais pas les choses correctement. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait une plus grande pédagogie sur ce règlement, parce que ce décret, parce que beaucoup de gens l'ignorent, y compris au sein des compagnies aériennes. Moi, je suis en train de refaire de la pédagogie là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes qui l'ignorent et qui se font rappeler à l'ordre en ce moment parce qu'elles ne procèdent pas correctement. De la bonne manière. Mais oui, parce qu'elles sont étrangères, elles ne connaissent pas forcément la loi française, etc. Donc mon rôle, c'est d'essayer c'est pas d'essayer, c'est de les informer et d'essayer qu'ils le prennent en compte. Hein. Parce que l'administration n'a pas cassé la tête, hein. Il y a le règlement, il y a le code, et puis terminé, hein. C'est comme ça. Bon, on va passer au troisième sujet. Au ton. Hein, pardon, au ton. Les nouveaux critères IATA qui se mettent en place et qui subitement commencent à faire parler d'eux. A tout de suite. Rebonjour, puisqu'on enchaîne avec ce troisième sujet, toujours avec moi Jean-Pierre Sauvage, le président du bar, Richard Venopoulos, le président de Tourcom, Jean-Pierre Masse, le président de SNAV, et François Piot, le président de Prêt-à-Partir. Nous allons aborder ce coup-ci un sujet qui peut peut-être prêter à confusion et à discussion. Donc restons calmes d'avance. C'est le sujet des nouveaux critères IATA. La presse s'en est emparée, là, d'après ce que j'ai compris, depuis peu de temps. Nous avons abordé ça au mois de novembre, mais puisqu'il le faut, nous revenons dessus et nous donnons la parole
à tout accusé, tout honneur, à vous Jean-Pierre, la parole. Je ne vois pas pourquoi je suis l'accusé. Parce que vous êtes dans l'aérien. Oui, mais à partir du moment où je vais essayer d'être chronologique. Le 23 juin 2015, on a au sein de la PJC, l'organe paritaire qui réunit les compagnies aériennes et les agents de voyage, on a décidé à l'unanimité, donc il n'y a pas eu de voix contre, d'approuver la proposition du groupe de travail, le Financial Advisory Group, de modifier les critères IATA et qui ont été ensuite proposés à la conférence passager, PAFCONF, dans notre jargon, au mois d'octobre suivant, et qui ont été adoptés. Donc ils font partie intégrante maintenant de la résolution 800F. Donc ces critères, ils sont là, et j'arrive pas bien à comprendre pourquoi il y a une polémique sur le sujet maintenant, à partir du moment où, après 6 réunions de travail, un vote unanime, l'approuvant, au cours duquel les représentants de la profession de la distribution étaient présents, donc ils se sont manifestés, au cours duquel, y compris un représentant du SNAV était présent, en l'occurrence Jean-Marc Rosé, pardon. J'arrive pas bien à comprendre pourquoi on est arrivé à une situation un peu paroxytique, comme on le voit actuellement. Voilà. Conflictuel. C'est présenté, c'est vrai, d'une manière conflictuelle. Jean-Pierre. Juste sur le point, il y a eu un vote en effet à la PJC. S'il n'y avait pas eu de vote, le résultat aurait été le même, puisque après 4 réunions sans vote, C'est pas un procès d'intention, ça, le résultat. Pourquoi le l'avis résultat des compagnies aériennes prédomine. C'est comme ça. Prédomine. C'est pas. D'accord. Les IATA fait une loi qui est faite pour arranger les compagnies aériennes. Ce n'est pas une loi d'équité, c'est une loi d'arrangement d'une des parties. Voilà. Bon, on sait ça. Ensuite, pourquoi les compagnies aériennes veulent-elles se prémunir contre la défaillance des agences? Elles ont raison. Tous les commerçants ont envie de protéger leurs recettes. Moi, je comprends ça. Mesurons un petit peu le niveau de la défaillance des agences. Le taux moyen de défaillance des agences de voyage au cours des 5 dernières années en France est de 0,1%. C'est-à-dire que ces défaillances coûtent beaucoup moins cher, entre 2 et 10 fois moins cher, aux compagnies aériennes que le paiement par carte de crédit. Et beaucoup, beaucoup moins cher que les incidents créés, que le coût du paiement. Et je ne parle pas des défaillances dans le paiement des cartes. C'est encore un autre niveau. Oui. C'est-à-dire qu'on est le système de distribution le plus économique pour les compagnies aériennes. Et c'est par manque d'intelligence collective. Ils s'attaquent sur le système de distribution qui leur coûte le moins. Ils s'attaquent au système de distribution. C'est collectif. Aérien et distributeur Non, ou c'est collectif Les compagnies aériennes, quand vous élevez un agneau, que vous l'avez à la maison, un agneau, ça connaît 100 mots de vocabulaire. C'est vachement intelligent, c'est gentil, ça a plein de qualités. Bon. Et quand vous le mettez en troupeau, ça devient très bête. C'est pareil pour les compagnies aériennes. IATA, c'est le troupeau. IATA, c'est du troupeau. Les agences de voyage, par principe, du coup, ce sont du troupeau aussi dès qu'elles sont ensemble. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Une agence de voyage intelligente, elle est seule. Dès qu'elle est en collectif, elle est troupeau. Tu trouves ça normal, toi? Je laisserai les formules de Jean-Pierre à Jean-Pierre. Moi, ça m'intéresse. Non, mais moi, ce qui me gêne. C'est assez incroyable ce que je viens d'entendre. Je vais te répondre. Bien évidemment. Ce qui me gêne dans l'histoire, c'est qu'il y a eu des réunions par rapport à la PACONF, il y a eu des réunions par rapport à la PJC. J'ai fait exceptionnellement partie de la dernière APJC et j'étais un peu surpris du climat qui est à l'intérieur, où on a l'impression qu'un certain nombre de personnes ont peur de se confronter en direct ou face à IATA, peur de l'agrément ou autre chose. Les discussions, et moi le premier, je suis intervenu pour dire que les résolutions qui ont été prises à la PACONF et par la suite
ne correspondent pas du tout à la réalité et qu'elles sont dangereuses pour les entreprises et les agences de voyage. Après la réunion de la semaine dernière, qui est strictement confidentielle, donc on ne peut pas faire ce genre de choses, de quoi que ce soit, j'ai discuté avec eux. Il y a certains éléments, ils ont été très surpris de ce qui s'est passé, ils ont été très surpris des attaques de certaines personnes qui participent à la PACONF, sans citer la PST, c'est le cas. Le président a dit qu'il allait prendre ça sous son aile, alors que ça fait 1 an et demi qu'il est sur le dossier, et comme il n'a pas d'agrément IATA, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Il y a plusieurs éléments. Il y a l'EBITDA. L'EBITDA, on en a parlé tout à l'heure, plus ou moins en off. L'EBITDA demandait 2 à 3 fois supérieur par rapport à la réalité, pour 2 à 3 fois. Je suis désolé, c'était marqué dans la résolution, ça a été changé entre temps, mais ça a été marqué 2 à 3 fois. Ça ne donne pas la santé exacte de l'entreprise. Quand une entreprise rachète une autre entreprise et que, fiscalement parlant, elle veut amortir le choc, elle peut le faire sur 2 ou 3 ans. Et là, l'EBITDA peut être en dessous les 2 ou 3 fois. Une fois, c'est déjà pas mal. Et c'est pas ça qui va donner la réelle santé de l'entreprise si elle est dangereuse. C'est pas l'image réelle. La deuxième chose, il y avait un élément important aussi, on voulait mettre un élément de 20 à 25% de chiffres supplémentaires. Une agence de voyage qui avait du business récupère un gros compte, si elle dépasse un certain pourcentage, automatiquement elle avait une caution bancaire. J'ai eu des explications, j'ai mieux compris pourquoi ce 20 à 25%, dans le sens qu'il y a certains groupes, certains organismes qui viennent de l'étranger, qui truandent, qui ouvrent des comptes et qui les ferment en laissant des ardoises. Mais ce n'est pas les agences de voyage françaises, ce n'est pas les agences allemandes. Donc il y a des conditions que l'on peut... D'où viennent-ils ces gens-là? Ça, j'ai pas le droit d'en parler, c'est confidentiel. Aux États-Unis, le plus gros dépôt de bilan, c'est un il n'y a pas que les États-Unis, même dans un autre côté. IATA qui est transféré aux Pays-Bas. Ensuite, les successions et rachats d'entreprises. Quand tu rachètes une entreprise, tu ne rachètes pas le fonds de commerce, tu rachètes l'entreprise. Quand une entreprise qui a un bon EBITDA, qui a des bons ratios, rachète une autre entreprise qui était pas mal, pourquoi redemander une caution? Autre chose, la succession. À mes yeux, ça fait partie de la valorisation de l'entreprise, cette autorisation, cet agrément. Non, ce n'est pas forcément une valorisation, au contraire. Parce que plus on met de limites, plus l'entreprise est difficile à vendre. Donc c'est pas un bon point. Ça devient Autre point également important, la succession. Il y avait dans les éléments qui avaient été votés par la PACONF des points qui n'ont pas été bien compris. Et certaines personnes qui ont voté parmi les agents de voyage, je dois le dire, n'ont pas du tout réalisé les portées négatives que ça allait donner aux agents de voyage. La succession, quand il y a une entreprise, le père ou la mère cède son entreprise et que la personne, le fils ou la fille est là depuis 20 ou 25 ans, il est évident que de fait, elle est déjà gérante de l'entreprise ou patronne de l'entreprise. Par contre, quand il y a une succession par rapport à quelqu'un qui a 2 ou 3 ans d'expérience, là, ok, on peut déjà prendre une précaution et des cautions. Et c'est ces points-là, je crois, que IATA est venu un peu surpris parce qu'on l'a attaqué de front, mais c'est ces points-là qu'elle attendait qu'on lui dise, là, ça ne va pas, et qu'on rediscute là-dessus. Vous vouliez répondre à Jean-Pierre? Plutôt que de répondre à Jean-Pierre, parce qu'on va rentrer, il y a un langage que je n'arrive pas bien à comprendre, surtout à tout le moins un vocabulaire, parce qu'on nous a traité de bêtes, en d'autres temps on nous a traité d'association de malfaiteurs, on nous a même traité d'escrocs. Alors dans d'autres, je trouve que ce sont des mots qui dépassent ce que devrait être la normalité dans une relation avec des professionnels, entre les compagnies aériennes et leurs partenaires principaux, que sont les agents de voyage. Bon, alors, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Par contre, je rebondis sur ce que vient de dire Richard, qui me semble quelque chose de très sensé, et dans la mesure où il a perçu ce qui était la réalité des choses, sans remettre au milieu du débat la problématique du représentant qui a voté à la PACONF. Ce qui est sûr, c'est que avant le déjeuner, on parlait de ce qu'on aurait pu appeler une ânerie en ce qui concerne les bidas négatifs. J'arrive bien à comprendre que quand il y a un rachat, etc., il faut un certain temps. Ce sont des choses que je veux bien comprendre. Le problème, c'est que quand il y a un rachat, on ne sait pas quel est le racheteur derrière, ce qu'il va en faire de tout cela. Donc il nous faut des garanties. Il y a un risque, et sur l'aspect de la filiation, on est tout à fait d'accord. Il peut y avoir à un moment donné des aménagements. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été proposé dans un groupe de travail qui va se réunir dans le cadre de la prochaine APJC le 30 juin. On va déléguer à un groupe de travail le soin d'examiner ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. Mais il faut être bien parce que c'est clair. Si exceptionnel que ça qu'un fils rachète la Non, zone de c'est son pas père. Exceptionnel, mais par rapport aux critères Comment t'as fait, toi? Non, par rapport aux critères qui ont été... Ah, c'est une donation. Alors. Non, par rapport aux critères qui ont été définis.
on peut prendre en compte effectivement cet élément de filiation qui fait qu'effectivement il peut y avoir une transmission de père à fils ou à fille et qui fait qu'il y a une certaine continuité dans l'entreprise. Mais ça s'examine au cas par cas et ça ne peut pas être non plus... À condition que ce soit écrit dans les résolutions bien claires. L'examen au C'est-à-dire, oui, mais quelle résolution? C'est-à-dire que les résolutions sont très vastes. il y aura une proposition qui sera la faite. souplesse du verre de lampe à peu près, tu vois, c'est-à-dire aucune. On L'examen est au toujours cas dans le par cas, procès je sais pas d'intention. ce que ça veut dire. On est toujours dans le procès d'intention. Mais c'est le prix de l'histoire, c'est le poids de l'histoire. puis Les c'est derniers le- critères, La clarté d'un débat, c'est ils avaient, aussi ça. ils avaient inventé quelque Des chose de positions très tranchées. intelligent qui allait être terrible il y a 5-6 ans. Le ratio de liquidité. Le ratio de liquidité n'a servi qu'à embêter les agents de voyage. Tous les défauts qu'il y a eu sur le marché français répondaient au ratio de liquidité le plus élevé. Critère inutile. Bon, voilà. Ils sont capables de ça avec une obstination vraiment féroce. Mon ami Jean-Pierre, je ne voudrais pas faire l'insulte de te rappeler que tu as participé à ces discussions à ce moment-là. Mais je Donc, me suis tu battu les- tu contre. les as validés. Non, le ratio de liquidité, je les ai combattus et j'ai même fait condamner Yata. Ils ont été acceptés. alors, Ils ont bon. été acceptés. D'accord, non mais accepté. malgré tout, moi je pose une question. Parce que je ne suis pas, et vu l'ambiance, tant mieux pour moi, je ne suis pas ni agent de voyage, ni compagnie aérienne, je suis juste journaliste. Mais les journalistes ont malheureusement notre réflexe, c'est d'essayer de comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas ici, sur ce sujet-là, un sujet de discorde qui va vous coûter plus cher aux uns et aux autres si vous ne trouvez pas une solution, alors que ça paraît facile finalement. C'est qu'une question de coût qui finalement s'appuie sur des procédures existantes, prévisibles. non, c'est trop simple, c'est trop Tout simple. à l'heure, C'est trop simple. tu as évoqué quand même la problématique de certains groupes étrangers, pour ne pas dire individus étrangers, et on ne citera pas l'origine. Et Jean-Pierre a dit, oui, mais c'est quoi 0,1% il faut quand même, à mon sens, remettre les choses dans une perspective beaucoup plus concrète et plus immédiate. Le premier trimestre BSP, c'est 0,34 du fait justement d'une certaine défaillance dont on ne rappellera pas l'origine, mais 0,34, c'est-à-dire qu'en 3 mois, on a perdu irrécupérable l'équivalent de toute une année via de... C'est un discours qui est difficile à entendre parce que ça je ne peux pas l'écouter. À partir du moment où les compagnies aériennes... Non, mais il y a 5-6 compagnies par an qui déposent le bilan. Les agences de voyage ont des entreprises parce que le gros volume du chiffre d'affaires qui est fait par les agences de voyage, c'est le business. Ça, les compagnies ne les auront jamais en direct. La deuxième chose, c'est que quand une société dépose le bilan, c'est l'agence de voyage qui l'assume, quitte à avoir une caution bancaire parce que ça lui a posé des problèmes dans ses comptes. Quand une compagnie aérienne dépose le bilan, on fait comment pour récupérer cet argent? Quand Air Méditerranée non, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réciprocité. Je suis prêt à donner une caution ou un autre système de garantie financière à la condition qu'il y ait une réciprocité. Aujourd'hui, les compagnies, elles sont mal financièrement, elles ont gagné de l'argent cette année grâce au pétrole. À partir du moment où il n'y aura plus le pétrole à ce prix-là, elles vont reperdre de l'argent. Et nous, on va encore assumer leurs responsabilités. Il y a un moment donné... C'est il faut important ce arrêter. que tu viens de dire. Tu es prêt Sur ce à point, rentrer dans un condition qu'il y ait fonds de réciprocité. garantie globale de la chaîne c'est ce de qu'on valeur. demande. Et ça, c'est intéressant. Richard a totalement raison, mais c'est un rêve impossible. Les compagnies Pourquoi nous disent- impossible? Parce que les compagnies refuseront. Les compagnies nous Pourquoi disent elles qu'il vous faut un refuseraient EBITDA positif. Est-ce que les compagnies aériennes ont bien un EBITDA positif? non. La réponse est non. 95%. Voilà, non. Mais elles ne peuvent pas. Eh ben, elles peuvent pourquoi pas y nous, aller. on doit la- Structurellement, pourquoi nous, on doit l'avoir avec les investissements qu'elles doivent faire, pourquoi j'imagine demander qu'elles aux peuvent autres Mais nous aussi, on a Mais- des mais ça n'a investissements. rien à voir. On a tous nos investissements. Ça n'a rien à chacun voir son les niveau. investissements. Bien Pourquoi sûr. demander aux autres ce que l'on n'est pas capable Bien de sûr. fournir soi-même? D'abord. Jean-Pierre. Moi, j'ai une réponse très simple à cela. Parce que j'entends bien ce qui nous est reproché. C'est pas un reproche, c'est Si, une, c'est- c'est une quête. Oui, C'est une quête de solution. C'est pas 0,34%. J'insiste sur quoi. cette- C'est une forme- sur cette c'est idée. une forme de reproche quand même. Moi j'entends bien. Je renverrai tout le monde à la lecture de la fameuse 1008-2008. C'est l'État qui est responsable d'attribuer des licences ou pas en tenant compte de leur assise financière économique. C'est pas sérieux. Alors, non, si c'est sérieux. Suissair, Sabena, C'est AOM. inadmissible. On est en France. Ce que tu Mais dis est AOM, c'est français. inadmissible. Alors je vais... Air Méditerranée, c'est Je vais me français. retourner vers on- François, on qui donne visiblement... on paye une prestation qui n'est pas fournie et que vous n'êtes Et on parfois est pas obligé de capable payer. de Et fournir. on est obligé de payer. Et on est obligé de la payer. Alors je vais me retourner vers François, qui lui n'est pas encore intervenu dans ce débat de titan. On vient d'entendre quoi, si on se
on ramène à des choses simples. On vient d'entendre libéralisme ou Colbert, quoi, hein. Il faut que l'État organise, ou alors c'est le libéralisme total. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que chef d'entreprise, patron de PME, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Ce combat de titans, comment tu le gères? Je ne le gère pas, je le subis. Voilà. De toute façon, il y a une résolution qui a été votée à l'unanimité, comme vous l'avez rappelé, qui entre en vigueur au 1er juillet. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, je fais comme tout le monde, je respecte la loi et je ferai mon maximum pour suivre cette résolution ou payer les compagnies en direct si mes bilans ne le permettent plus ou si j'ai un intérêt financier à le faire, parce que de plus en plus, encore ce matin, j'étais avec Amadeus qui propose une carte de paiement qui permet de payer en direct les compagnies, qui nous rémunèrent et qui me semble être un système concurrent d'IATA et pas forcément au détriment de l'agent de voyage. Concurrent d'IATA, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut maintenant, techniquement et commercialement, on n'est pas obligé de payer la compagnie aérienne via le BSP, on peut la payer en direct avec des cartes de paiement. Les cartes de paiement nous rémunèrent, puisqu'il y a un coût en moins pour la compagnie et un coût moins pour qui est remplacé par un coût de carte bancaire. Et les compagnies, d'après ce que j'entends, ont l'air d'être assez favorables à ce système. Il n'y a pas besoin de garantie. Il n'y a pas besoin de garantie pour ça. C'est Oui. tout. Oui. Ouais. En fait, le problème, il se résume aussi à ça. C'est la nécessité de la garantie. Non. C'est ça qui effraie tout le monde. Non, tu as La raison. garantie, on est le seul pays en France. Mais monsieur Barre, on va dire, la caution bancaire, elle rentre dans les comptes négatifs d'une entreprise, elle rentre dans les dettes. Donc, quand tu me parles quand tu parles d'un EBITDA négatif ou positif, quand tu as une caution de plusieurs centaines de milliers d'euros, quand ce n'est pas plus, ça rentre dans les comptes bancaires, ça rentre dans les comptes d'un bilan. Ça porte préjudice. Je vais être obligé de vous couper. C'est pas l'IATA qui l'impose. Je vais être obligé de vous C'est couper. la loi On va- française qui Ce l'impose. sont les compagnies aériennes. Non, c'est les compagnies Il y a aériennes. un problème qu'on n'a pas Attends, évoqué, c'est la transmission passée, c'est la transmission d'entreprise. Vous êtes en train d'enfreindre la liberté du commerce international. Bon, on aborde cette question dans une 4e séquence, si vous voulez bien. On ne peut plus aller plus loin. On reprend avec ce sujet qui est visiblement très très chaud sur les nouveaux critères IATA, et on va reprendre le sujet exactement à l'endroit où on l'avait laissé avec Jean-Pierre Masse, puisque nous avons Jean-Pierre Sauvage à côté, en face, presque devrait-on dire, sur la question des transmissions. C'est vrai que c'est une question extrêmement importante, la transmission d'entreprise dans le cadre des nouveaux critères. Aujourd'hui, c'est un des points essentiels. Un agent de voyage ne peut vendre son entreprise qu'à un autre agent de voyage agréé IATA. S'il le vend à quelqu'un qui n'est pas agréé IATA, et s'il le cède à sa succession notamment, il y a changement de contrôle, il y a l'obligation de fournir une garantie financière que l'acquéreur ne peut pas fournir, parce qu'il doit mobiliser le prix pour payer le fonds de commerce, pour payer l'entreprise, et le prix à peu près équivalent pour fournir la garantie financière. Donc c'est impossible. C'est une entrave à la liberté du commerce et de l'industrie, et nous entendons à mener une action en justice sur ce point-là. Alors je suis obligé, l'honnêteté m'impose de dire que dans la réunion atelier du congrès du SNAV, il y avait un atelier sur ce sujet, et les gens de IATA ont bien expliqué, enfin du BSP et d'IATA, on va dire, ont bien expliqué que c'était quelque chose, une règle assez souple, qui se ferait au cas par cas en fonction des entreprises. Mais c'est vrai que l'Assemblée qui écoutait ça a plutôt reçu, comme vous le disiez, la chose. L'IATA a traditionnellement la souplesse du verre de lampe, c'est-à-dire aucune. Donc il vaut mieux écrire les choses pour éviter des interprétations. Oui, tout à fait. Bien. Alors, pour répondre à Jean-Pierre, parce que il a donné... C'est mordant. Non, mais il m'a donné un excellent argument en fait, par rapport à la transmission. Il faut dissocier deux éléments. Le premier, c'est que si la transmission est une forme héréditaire, c'est-à-dire, on est tout à fait d'accord pour envisager d'examiner dans le cadre de ce qu'on appelle de circonstances exceptionnelles le fait de considérer que cette transmission ne donne pas lieu forcément à une garantie parce qu'il y a un certain antécédent, il y a une continuité dans l'entreprise. Ce qui va être étudié dans le cadre d'un groupe de travail
et qui donnera ses recommandations à la PACONF qui va se réunir exactement le 21 et le 22 Donc septembre. cet aspect-là n'est pas réglé, Il n'est pas réglé, mais définitivement. il n'est pas rédhibitoire. Maintenant, sur l'aspect de la transmission à quelqu'un, C'est-à-dire la revente à oui, un oui, tiers. je Vrai voudrais tiers. simplement donner un exemple, et Jean-Pierre ne va pas pouvoir me dire le contraire, puisqu'il est toulousain. On a l'exemple de la cession de Toulouse, de l'aéroport de Toulouse, à un investisseur dont on s'est demandé à un moment donné s'il existait vraiment, parce qu'il est quelque part, l'investisseur chinois, et il a disparu de la circulation. Et on s'est même posé la question, qu'est-ce qui va se passer avec l'aéroport de Toulouse à ce moment-là? Donc il y a tout lieu de penser qu'on pourrait très bien faire par assimilation, justement, cette espèce de parallèle. Voilà ce que je voulais dire. En termes de confiance. On peut se poser exactement la même question avec les compagnies aériennes qui disparaissent de la circulation. Il y en a de temps en temps. On revient à la question initiale de la garantie des compagnies aériennes. Aujourd'hui, dans les aspects positifs, je rejoins Jean-Pierre, on a ouvert une discussion sous la pression, pour obtenir des assouplissements des critères d'EBITDA négatifs qui prévoient d'ailleurs déjà dans le texte initial, sauf circonstances exceptionnelles, il faut les définir, et sur la transmission d'entreprise. Mais on ne peut pas accepter que la transmission d'entreprise soit pénalisée de la façon dont IATA veut la pénaliser. Normal, ça me paraît normal. Mais d'un autre côté, toi, François, tu connais ça, tu as acheté une entreprise qui était au moment où ça se passait mal pour Transpect, et tu as toi-même été une entreprise transmise de père en fils, voire de grand-père à fils, à petit-fils, etc. Comment tu imagines, comment tu reçois ces nouveaux critères dans ta gestion, par rapport à ton fils, si tu veux qu'il continue, etc. Comment tu les vis? Encore une fois, en tant qu'agent de voyage lambda, il y a des règlements, on suit la loi. On respecte la loi et comme quand on a besoin du banquier. Mais là, c'est pas la loi, c'est IATA. IATA, c'est comme pas la loi, le garant financier, IATA, la banque. On a boîte chez l'entreprise, on a toujours un patron. Mais on ne peut pas dire merde à tout le monde et puis on est bien obligé d'arbitrer avec les contraintes de tout le monde. Donc encore une fois, ce nouveau règlement, s'il est mis en application en l'état, on sera bien obligé de le respecter. On ne va pas se mettre hors la loi. Maintenant, c'est vrai que je rejoins Jean-Pierre, cette résolution IATA, elle a un impact sur la valorisation des entreprises. C'est certain. Forcément, ça change les règles, ça a forcément un impact sur combien vaut une agence de voyage aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, elle vaut beaucoup moins qu'hier, et elle valait déjà hier beaucoup moins qu'avant-hier. Et aujourd'hui, peut-être plus que demain. Oui, c'est une vraie question. Après, il y a sûrement, et déjà dans le règlement IATA aujourd'hui, il y a toujours des moyens de contourner les résolutions, de passer par des holdings qui détiennent la société, de racheter des fonds de commerce. Voilà, il y a toujours des gens qui sauront contourner les résolutions et ça durera ce que ça durera, quoi. alors, ce que j'entends là, je suis navré de poser encore la question, mais finalement, qui pèse dans ces décisions? Parce que ce que je vois là, c'est que là aussi, encore une fois, comme pour les CDD, il y a un petit côté, je mets en place un système qui favorise les grands groupes, les gros investisseurs, Non, même pas, non. ça centralise, quoi. Non. Tout le monde est touché dans l'histoire. Tout le monde. TUI, quand il va racheter un réseau, imaginons que TUI rachète... Tu as quand même des différences. Un TUI ou certains groupes, des grands groupes business, ils peuvent centraliser le IATA et donc du coup le dispatcher. Mais dans d'autres groupes, il arrive parfois qu'il est plus intéressant d'avoir deux agences types différents pour deux types de clientèle différentes et d'avoir donc deux IATA différents. Tout ça, c'est en fonction des intérêts Comment commerciaux. ça, deux IATA différents? C'est-à-dire que tu rachètes l'entreprise et tu gardes le IATA de l'entreprise. Mais j'ai l'impression que ce sera il n'empêche ça. Si, bien sûr que si. IATA, c'est stupidement.
assez stupidement, favorise la concentration de la distribution. Mais pas que cette fois-ci, en permanence depuis des années. C'est ce que je Elle est en faveur voulais de dire. la concentration de la distribution. voir le nombre Comme de ça, yachts. quand il y a un dépôt de bilan, il est gros au moins. Il est Elle le gros, voit, mais ça fait mal. il est facile à préparer, facile À préparer, à subir. anticiper. On est dans un marché difficile et c'est ce marché qui favorise déjà la concentration. C'est le sens de l'histoire aussi. Mais si on parle de la valeur d'une entreprise, je ne pense pas que ce soit IATA qui en détermine. C'est un élément capital quand même. Elle dresse soyons sérieux. le Soyons- décor non, vous êtes des dans hommes- lequel il vous a êtes des la hommes valeur. d'entreprise, soyons sérieux un petit peu quand même. La valeur d'entreprise, c'est ce pourquoi elle s'est positionnée sur le marché, c'est ce pourquoi elle est reconnue, c'est ce pourquoi elle a acquis justement ce qui en fait tout son intérêt. Et ce qui en fait son intérêt, c'est pas savoir si c'est la fille ou le père ou le machin, etc., qui veut la prendre. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Pierre sur cette espèce de sophisme, en quelque sorte, de dire plus on va être gros, plus on a des chances d'être à veine, et plus on a des chances aussi de tomber à côté. On a eu trop d'exemples dernièrement, dans un sens ou dans un autre. Hein, et cela, quand je dis sophisme, tu comprends très bien ce que je veux dire. Hein. Messieurs, je vous propose qu'on arrête là, Merci. parce que vous êtes à la fois très très pris et que le temps a tourné. Et puis, à bientôt. On se retrouve pour la 12e table, la quotidienne Avis, Sabre, et à bientôt.